Perceval combat Aguinguerron. Ses ennemis, qui assiègent le château, le voient venir et le montrent à Aguinguerron qui, assis devant sa tente, est persuadé que ce jour-là, quelqu'un va venir lui livrer le château ou, au contraire, le combattre corps à corps. Ses chevaux se sont lassés et les soldats se réjouissent déjà d'avoir conquis le château et le pays. Sur la monture robuste et forte, Aguinguerron vient vers lui au trot et lui dit « Qui t'envoie, jeune homme ? Que veux-tu ? La paix ou la guerre ? Et toi, que fais-tu sur cette terre ? Répond-il. Parle d'abord. Pourquoi avoir tué les chevaliers et ravagé tout le pays ? Je veux qu'aujourd'hui le château soit vidé et que le donjon me soit livré. On l'a trop longtemps défendu, dit-il plein d'orgueil et d'arrogance. Ainsi, mon maître aura la demoiselle. Ô diable, toi et tes propos, dit le jeune homme. Renonce plutôt à ce que tu réclames. Baliverne, il arrive souvent que celui qui n'y est pour rien paie pour d'autres. Perceval est agacé par ces propos. Il abaisse sa lance. Ils se précipitent l'un contre l'autre, à bride abattue. De toute leur fureur et de toute leur force, ils font voler leurs lances en éclats. Aguinguerron tombe seul, blessé au bras et au côté, malgré son bouclier. Le jeune chevalier, qui ne sait pas combattre à cheval, met pied à terre, tire son épée et l'attaque. Je ne vous donnerai pas davantage de détails, ni sur ce qui arrive à chacun, ni sur tous les coups, mais l'affrontement dure longtemps et les heurts sont violents. Aguinguerron finit par tomber et l'autre l'attaque aussitôt. « Grâce !» demande enfin Aguinguerron. Mais il n'y a pas de grâce qui tienne pour le chevalier. Pourtant, il se souvient de la leçon du noble seigneur. On ne doit pas tuer froidement un chevalier qu'on a vaincu. Ami, ne soyez pas cruel au point de ne pas avoir pitié de moi. Tu es le meilleur, je te l'accorde. Tu es un très grand chevalier. Mais qui croira, n'ayant pas assisté au combat, que tu m'as vaincu à mort devant mes soldats, devant ma tante, si je ne peux en témoigner moi-même ? On me croira sur parole. Tu seras honoré comme aucun autre chevalier. S'il y a un seigneur à qui tu es redevable, envoie-moi à lui. J'irai lui dire de ta part comment tu m'as vaincu les armes à la main. Je me constituerai prisonnier et il fera de moi ce qu'il voudra. Au diable qui en voudrait davantage. Sais-tu où tu vas aller ? Au château, là-bas, et tu diras à la belle dame qui est mon amie que plus jamais de toute ta vie tu ne lui nuiras, et tu te mettras entièrement à sa merci. Oh, tuez-moi plutôt, sinon c'est elle qui le fera, car elle ne désire rien tant que mon malheur. J'étais présent à la mort de son père, c'est pour cela qu'elle me hait. Et cette année, j'ai tué ou fait prisonnier tous ses chevaliers. M'envoyer à elle, c'est me condamner au pire. Mais remets-moi à n'importe quel autre de tes amis, qui n'aura pas envie de me faire mal. Elle me prendra la vie, c'est une certitude. » Alors, le chevalier lui donne le nom d'un certain noble seigneur et lui dit d'aller dans son château. Aucun maçon au monde ne l'aurait mieux décrit. Les douves et le pont, les tourelles et le donjon, les murs fortifiés. L'autre qui l'écoute comprend alors que l'endroit où il veut l'envoyer, se constituer prisonnier, est l'endroit où il est le plus détesté. « Oh, mais je ne serai pas en sécurité là-bas, beau-frère. Dieu me pardonne. Tu veux me mettre en de mauvaises voies et de mauvaises mains. J'ai tué un de ses frères pendant cette guerre. Alors tue-moi, très doux ami, plutôt que de me faire aller chez lui. C'est ma mort si tu m'y envoies. Dans ce cas, tu iras dans la prison du roi Arthur. Tu salueras le roi pour moi et tu lui demanderas de ma part qu'il te montre la demoiselle que le sénéchal Queux a frappée parce qu'elle avait ri à cause de moi. C'est à elle que tu te rendras et tu lui diras, s'il te plaît, que je prie Dieu de me garder en vie jusqu'à ce que je puisse la venger. » Aguinguerron lui promet de s'acquitter sincèrement de cette mission. Le chevalier vainqueur s'en retourne alors vers le château, tandis que lui part vers sa prison. Il fait porter son étendard et l'armée lève le siège. Il ne reste plus personne, ni brun ni blond. Les habitants du château sortent alors à la rencontre de celui qui revient, mais ils sont très déçus qu'il n'ait pas coupé la tête du chevalier vaincu pour la leur livrer. Ils l'aident à mettre pied à terre et à ôter ses armes sur le perron et lui demandent « Mais Seigneur, pourquoi n'avoir pas pris la tête d'Aguinguerron ? » « Ma foi, mes seigneurs, je n'aurais pas bien agi, je crois, de ne pas le protéger. Il a tué vos parents et vous l'auriez tué contre mon gré.
Je ne vaudrais pas grand-chose si je ne l'avais pas épargné alors que j'avais le dessus. Savez-vous quel sort je lui ai réservé? Il se rendra prisonnier au roi Arthur s'il tient sa promesse. » Alors arrive la demoiselle toute heureuse qui le conduit jusqu'à sa chambre pour qu'il se repose à son aise. Elle ne lui refuse ni de l'enlacer ni de l'embrasser. Au lieu de boire et de manger, ils s'amusent, s'embrassent et discutent tendrement. L'arrivée de Clamadieu. De son côté, Clamadieu arrive au château, croyant sottement le trouver sans défense. Quand en chemin il rencontre un jeune homme en grande peine et qui lui donne des nouvelles de son sénéchal à Guinguéron. « Oh mon Dieu, Seigneur, tout va très mal, dit le jeune homme qui s'arrache les cheveux de désespoir. Mais que dis-tu? Seigneur, votre sénéchal est vaincu, je vous le jure, il est parti se livrer prisonnier au roi Arthur. Mais qui a fait cela? Parle! Comment est-ce arrivé? D'où a pu venir le chevalier capable de venir à bout d'un homme si preux et si vaillant? Cher Seigneur, tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu sortir de Beaurepaire, tout armé d'armes vermeilles. »« Et que me conseilles-tu, jeune homme ?» demande-t-il, ayant perdu le bon sens. « Mais comment ça, Seigneur? Faites demi-tour, car il ne sert à rien d'aller plus avant. » Alors s'avance un chevalier aux cheveux blancs qui avait été le maître d'armes de Clamadieu. « Jeune homme, dit-il, ce que tu lui proposes ne présente aucun intérêt. Il convient de suivre un meilleur conseil que le tien. Il serait fou de te croire. Il faut aller de l'avant, à mon avis. » Il ajoute « Seigneur, voulez-vous savoir comment vous emparez du chevalier et du château? Je vais vous le dire, et ce ne sera pas difficile. Dans l'enceinte de Beaurepaire, il n'y a plus rien à boire, ni à manger. Les chevaliers sont affaiblis, et nous, qui n'avons ni soif ni faim, nous sommes forts et en bonne santé. Ainsi pouvons-nous supporter un rude assaut si ceux de l'intérieur osent sortir nous attaquer. Vous enverrez devant leur porte 20 chevaliers pour les attirer dehors. Le chevalier, qui se divertit auprès de sa belle amie Blanchefleur, voudra montrer sa vaillance sans en avoir les moyens. Il sera fait prisonnier ou tué, car les autres seront trop faibles pour l'aider. Nos 20 chevaliers ne feront que diversion jusqu'au moment où vous surgirez de cette vallée pour les encercler. » « Ma foi, c'est parfait, dit Clamadieu. Nous avons ici des gens d'élite, 400 chevaliers en armes et 1000 hommes d'armes bien équipés. Nous nous emparerons des autres aussi facilement que s'ils étaient morts. » Clamadieu envoie 20 chevaliers devant la porte, bannières et étendards de toutes sortes déployés. Quand ceux du château les voient, ils ouvrent les portes en grand, selon la volonté de Perceval, qui sort en tête pour en découdre avec les chevaliers. Hardis, vaillants et fiers, ils les affrontent tous ensemble. Quand ils touchent, il n'a rien d'un novice aux armes. Beaucoup d'entrailles sentent le fer de sa lance. Il transperce une poitrine et casse un bras, une clavicule. Il en tue un, en blesse un autre, fait des prisonniers. Il donne les chevaux à ceux du château qui en ont besoin. Beaurepaire est assiégé. Soudain, les assiégés voient arriver par la vallée 400 chevaliers et 1000 hommes d'armes. Ceux de Beaurepaire se tiennent près de la porte restée ouverte. Les assaillants mesurent les pertes dans leur rang et se précipitent en désordre vers la porte, tandis que les défenseurs du château se tiennent bien rangés devant elle et les reçoivent hardiment. Mais ils sont peu nombreux et affaiblis, tandis que les renforts adverses continuent d'arriver. Alors ils finissent par se replier dans leur château. Au-dessus de la porte, les archers tirent sur les assaillants qui veulent forcer l'entrée. Cependant, un groupe parvient à pénétrer à l'intérieur. Les assiégés abattent sur eux une porte qui les écrase. Clamadieu n'a jamais rien vu de si pénible et douloureux, car la porte a tué beaucoup de ses hommes et lui barre le passage. Il n'a plus qu'à rester tranquille, car un assaut hâtif est peine perdue. Le maître qui le conseille lui dit « Seigneur, rien d'extraordinaire à ce qu'un homme de valeur connaisse l'échec. C'est au bon vouloir de Dieu qu'arrive le bonheur ou le malheur. Vous avez perdu, voilà tout, mais il n'y a pas de saint qui n'ait sa fête. La tempête s'est abattue sur nous, les nôtres sont mal en point et les défenseurs ont gagné, mais leur tour de perdre viendra, sachez-le. Qu'on m'arrache les yeux s'ils tiennent dedans plus de 2 jours. Le château et le donjon seront à vous. Ils se rendront tous à votre merci si vous pouvez rester ici aujourd'hui et demain. Le château vous appartiendra
et celle qui vous a tant repoussé vous suppliera de la pendre, au nom de Dieu. Tentes et pavillons sont plantés, les autres campent comme ils peuvent. Ceux du château désarment leurs prisonniers, mais ne les mettent pas au fer en échange de leur promesse de ne pas chercher à fuir, ni à leur nuire. Ainsi restent-ils enfermés à l'intérieur.